Salut à tous et bienvenue sur le plateau du Talk Show. Je suis ravi de vous accueillir pour cette émission où l'on va parler bien évidemment de l'Olympique de Marseille, totalement relancé dans la course au podium. J'en fais peut-être un peu trop, pas encore totalement relancé, mais on est sur 2 victoires, ça va mieux. On va pas vous remettre du Christophe Maé parce que j'aime pas ça, mais on pourrait le mettre parce que ça fait plaisir à Sébastien Volpe, à qui on pense bien fort et qu'on embrasse. Et j'invite d'ailleurs, c'est ma nouvelle petite tradition, j'invite tous les membres de MyPhocéen à lui envoyer un message dans son salon privé. Donnez-lui un maximum de force, on l'embrasse. Seb, et on espère qu'il va nous retrouver rapidement, je vous rassure, rien de grave, on l'espère, il sera avec nous le plus vite possible. Pour cette émission, du coup, quand même, on convoque la famille du Phocéen, les membres, l'état général du Phocéen est convoqué, on est représenté, la rédaction est représentée avec Slim Anayen qui est avec nous sur ce plateau. Comment ça va, Slim? Salut Romain, salut à tous. Bon, ça va très bien, je pense que nos amis du Phocéen en ont marre de me voir, ils me voient tous les matins, ça fait 2 jours de suite, donc ils vont devoir profiter de moi encore un peu. Pas du tout. T'es pas ravi, Romain, des doublements de personnalité. Mais ne vous inquiétez pas. Vous savez, quand on a Slim sur un plateau, on fait quand même un petit point montre. Est-ce que c'est la montre cadeau de Noël ou pas? Toujours pas. Toujours pas. On embrasse les personnes qui ont la bonne idée de te faire des cadeaux à Noël. Sachez que Slim les garde précieusement pour plus tard. Voilà. Exactement. À tes côtés, Florent Benidriss. Normalement, on a vu ça avec Loïc Lachon. Entre parenthèses, il y a directement marqué, voilà, dirigeant AS Mazargues. Voilà. Merci pour le clin d'œil. Le président, un petit bisou, on monte les étapes. Mais tu étais avec ton équipe de l'AS Mazargues, parce que tu entraînes les jeunes de l'AS Mazargues, va faire la Champions Cup. C'est ça. De Je vais faire la Champions Marquet. Cup en U9, organisée par Jean-Christophe Marquet, Sébastien Piocel, Fabien Laurenti. Et cette année, en sponsor officiel... Que de mes victimes au padel, tu vois, on les embrasse aussi. Cette année, il y a RMC Sport qui est sponsor. Bien et sûr. Eric Dimeco sera pareil. Bien sûr. Donc, compétition nationale très on va essayer de représenter au maximum l'AS Mazargues. Ça sera très compliqué. Et voilà, ça va faire rêver les enfants, c'est tout ce qui compte. Comment ça se passe au niveau de la détection des passeports? Est-ce qu'on peut faire comme à l'époque à Herbel, on les salue, hein, et on peut mettre 2-3 U17 tranquillement dans ton équipe U9? Ça non, passe pas, ça passe plus, ça. C'est fini. Bon. C'est fini. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Ce qui n'est pas révolu, c'est bien sûr l'excentricité vestimentaire de Vagan Achotian. Salut à tous. J'avance. Toujours pareil. On ne déçoit jamais Vagan. Non. C'est incroyable. Non. Bravo. Et j'invite d'ailleurs, c'est un rendez-vous, parce que je rappelle quand même, Vagan, il y a marqué, pour Flo, il y a marqué AS Mazargues. Je vous promets, hein, dans le chat, on va démarrer cette émission, mais on profite quand même de vous présenter. On a des invités et c'est des personnages qui vous accompagnent tout au long de l'année pour commenter l'actualité de l'Olympique de Marseille, autant que vous ayez des points de référence sur eux. Vagan Achotian, c'est le Gold Eagle. Il y en a 2 de Gold Eagle. Il y en a un à la Valentine, à côté du cinéma Les Trois Palmes. Ouais. Et il y en a un à La Ciotat. C'est ça. À côté aussi du cinéma. Exactement. Voilà. Tu es fan de cinéma à la base? C'est comme ça que ça s'est passé? Non, du tout. Des opportunités. Des opportunités, on est malin. On fait des petites études de marché. C'est du business. Et bien voilà, si vous êtes étudiant en école de commerce, vous avez besoin de mettre un pied dans la réalité. Il faut peut-être passer au Gold Eagle, Venez voir Bibi. parler avec Vagan. Et puis si la période des soldes approche, aussi des petits conseils avec Vagan, ça ne fait pas de mal. Allez, on démarre pour de bon. Ça y est, c'est promis avec cette émission. Je vous parlais de la dynamique de l'Olympique de Marseille. Les bonnes habitudes ne changent pas. Hop! La rivière est en dessous. L'OM est-il toujours en crise? Messieurs, on était au plus mal il y a quelques semaines de ça. Là, on sort de 2 victoires à domicile. On a marqué beaucoup de buts. Du coup, est-ce que ça y est, on est en plein dans un renouveau ou, attention, premier match à l'extérieur, on va voir le niveau réel de cette équipe? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vagan? Non, je ne pense pas qu'on soit sorti de crise parce qu'on atteste notre classement aujourd'hui. Quand on s'appelle l'Olympique de Marseille et qu'on est toujours 9e du classement, on le voit d'ailleurs ici, on ne peut pas considérer qu'on n'est pas en crise. Alors il y a du mieux, mais encore une fois, bon, sans dénigrer ces équipes, mais on joue quand même une équipe de Montpellier qui est 15e au championnat et qui va jouer le maintien. On joue une équipe du Shakhtar qui est sans compétition officielle ou avec très peu de matchs officiels depuis plus de 2 mois. Donc c'est des victoires qu'il faut prendre, mais vraiment on est très loin de s'enflammer. On va vraiment prendre ces victoires avec modestie, on avance, on va faire... Toi, ton objectif là pour...
Alors, on le sait, hein, y en a qui mettent beaucoup d'espoir sur cette rencontre face à Villarreal quand il faut une affaire de fierté. On les salue et on les comprend. Mais toi, là, par rapport au championnat, samedi, c'est un match à Clermont. Est-ce que tu n'attends plus rien du championnat? Et du coup, quand on va faire le coach, c'est nous tout à l'heure, tu vas faire tourner pour préserver les joueurs pour Villarreal? Ou est-ce que tu te dis, Clermont, ils sont quasi condamnés à la Ligue 2, hein, donc on fait un... Voilà, s'il y a nul à Clermont, est-ce que c'est bien ou pas pour toi? Ah non, ça serait catastrophique d'une part parce qu'on est... catastrophique, voilà. Ça serait catastrophique parce que d'une part, on est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, encore une fois, c'est grave d'en être à ce niveau-là, à l'extérieur en tout cas. Donc, ça serait une très grande contre-performance de ne pas ramener les 3 points de Clermont. Et ensuite, bien évidemment, qu'on compte sur cette Ligue Europa. C'est ce qui nous fait vibrer à Marseille. Mais il faut quand même garder en tête le championnat. On n'a pas le droit de finir dans le ventre mou de ce championnat. C'est interdit. Vous le savez, cette émission est connectée. Vous avez Twitch, bien sûr, où vous pouvez nous envoyer des messages. Et je vois MCE 1909 qui nous dit « Est-ce qu'on est toujours 9e ?» Oui, eh bien alors on est toujours en crise. Est-ce qu'aussi on peut résumer ça au classement, Slim? Je ne sais pas si on est vraiment encore en crise. En tout cas, on n'est pas encore guéri. Et ça s'est vu sur nos matchs contre le Shakhtar ou Montpellier, où nos entames sont pas bonnes. Si Montpellier mène 2-0 ce week-end, c'est pas forcément volé non plus. Donc moi, j'alerte là-dessus. Mais après, en revanche, une fois qu'on a marqué le premier but, je trouve qu'on a vraiment eu la main mise sur le match et on a pu mettre notre jeu en place. Et j'ai vu des combinaisons que j'avais pas l'habitude de voir, des gestes techniques tentés par certains joueurs qui ne marchaient pas, qui là ont fonctionné. On pense à Sarr notamment, on pense à NDI aussi. Donc il y a quand même du mieux. On ne peut pas dire qu'on est dans la même situation qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il y a quand même du mieux dans cet OM-là, mais on n'est pas totalement guéri et je pense qu'il va falloir bien commencer nos matchs. Contre Montpellier, contre le Shakhtar, des équipes qui sont... Le Shakhtar, tu l'as dit, Wagen, ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas eu de match en compétition officielle. Montpellier, c'est une équipe quand même assez faible. Là, on va jouer clairement encore faible, mais je pense qu'une équipe comme Villarreal, ça passera pas si on fait ce type d'entame de match. Donc on n'est pas forcément encore en crise, mais on n'est pas guéri. Est-ce qu'il y a une meilleure lisibilité peut-être de la rencontre Flo, dans le sens où Gasset est arrivé avec des choses un peu plus pragmatiques? Est-ce que dans l'approche, quand on est supporter, autant là on commençait à avoir mal à la tête, à se dire on va regarder un match de l'OM, il va encore nous faire son 4-3-3 avec des ailiers qui ne sont pas des ailiers, tout ça. Alors que là, y a des joueurs qui sont revenus, il y a un peu plus de choix, on va dire, logiques dans la compo, ce qui fait qu'on a presque hâte. Vous savez, ce sentiment là où c'est le jeudi et tu te dis, bon, dans 2 jours, c'est l'OM. Ce matin, il me manquait. Moi, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça, mais ce matin, il me manquait. Ce matin, je me suis levé, je me dis, tu vois, il y a dans 2 jours, dans 48 heures, on a un match de championnat. Ça te le fait toi aussi, Flo? C'est vrai que ces dernières semaines, tu passais une semaine un peu de merde. Hein. Tu sais que le lundi, du lundi au samedi au prochain match de l'Olympique de Marseille, on n'est pas bien parce que nous, en tant que supporters de l'OM, quand c'est un résultat négatif, on est affecté. Sur les réseaux sociaux, on se fait, on se fait moquer, on se fait allumer. Donc... on passe toi, les gens t'invectivent sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Ils t'ont vu en vrai et... Non, c'est bizarre quand même. Parce que... c'est sur les réseaux sociaux, mais en fait, quand il y a une victoire de l'Olympique de Marseille, je vais me faire tous les débriefs, je vais me faire toutes les émissions, parce que c'est un kiff, c'est un régal. Et quand il y a des fêtes, j'éteins la télé, je ne regarde plus et j'essaye d'éviter les réseaux sociaux, parce qu'on va toujours se moquer de l'OM. Et là, c'est vrai que ça fait 2 matchs que changement de coach, changement de système. Et en fait, c'est un truc bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les joueurs jouent à leur poste, tout simplement. Ndiaye joue à son poste. Sous Marcelinho, il était en 4-4-2, il est droit. Il était dans ce 4-4-3 aussi, il est droit, alors qu'il n'est pas du tout son poste. Là, il a joué derrière l'attaquant, à la place de Mombagna. Et ça a été le meilleur match de l'année. Je vois d'ailleurs des messages là, de personnes qui nous disent je suis comme Florent, après des victoires de l'OM, j'ai envie, et est-ce que c'est possible, messieurs aux Phocéens, de me faire plusieurs fois les débriefs et les OM au café de Slimane Hayed? Oui, je réponds de suite, oui, c'est possible, vous pouvez vous faire 2, 3, 4 fois en replay, n'hésitez pas.
c'est même conseillé, c'est très important. C'est bon pour la santé. Voilà, je plaisante, pas un message du chat, mais il y a Anthony du Morbihan qui nous dit pour sortir de la crise, il faut gagner les 3 prochains matchs. Donc, déplacement à Clermont, réception de Villarreal, et ensuite il y aura la réception de Nantes. Ah oui, les 3 prochains matchs en compétition. J'imagine, qu'il parle des 3 prochains matchs. C'est pas précisé, Anthony du Morbihan, donc je l'interprète comme je veux. On le voit, tiens, le calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est un calendrier Ligue 1 à intercaler entre Clermont et Nantes, bien sûr, la réception de Villarreal. Et il y aura ensuite un déplacement en Espagne au stade Madrigal. Ce n'est pas un personnage... La Ceramica. Ceramica. Ça a changé. Ça a changé de nom ou c'est le même stade? Ça a changé de nom, le stade de la Ceramica. Parce que Madrigal, du coup, c'était un personnage dans Encanto. Ils se sont dit, on va changer, ok. On les respecte, pas de souci. Le sous-marin jaune. Exactement. Bien sûr. Qui est, bien sûr, à la base... Un sous-marin jaune. une référence à un peu de culture, là, voilà, dans cette émission aussi. Une référence à une chanson d'un groupe de Liverpool qui s'appelait les Beatles. Voilà. Moi je pensais plus à la campagne où ils avaient fini en demi-finale, je crois, avec Pires. C'est ça. Pires n'y était pas encore. C'était le début. Il y avait Riquelme qui rate un penalty à la dernière minute. Il n'y a pas longtemps, ils ont contre Jens Lehmann. Bayern Munich aussi en Ligue des Champions, il y a quelques années, là, en 8e quart de finale. C'est ça, en quart. Ils ont éliminé effectivement le Bayern Munich. C'était avec le retour d'Unai Emery. Même récemment, ils ont gagné, bien sûr, vainqueur de la Ligue Europa contre Manchester United en finale. Voilà. Et donc, sous-marin jaune, parce qu'on va affronter Villarreal, pour ceux qui se le demandent, sous-marin jaune, c'est bien sûr une référence à une chanson des Beatles, Yellow Submarine. Pour vous situer, les Beatles, à l'époque, c'était les Joules des années 60. Attention au débat sur Joule, par contre. Attention au débat sur Joule. Ah, pourquoi on ne peut pas faire de débat sur Joule ici. Alors, ici, apparemment. On ne va pas faire de débat sur Joule. Voilà, ce que je vous propose, c'est plutôt de faire un débat sur Geoffrey Kondogbia. Nous sommes toujours sur le plateau du talk show pour débattre sur Geoffrey Kondogbia. On en a fait quelques-uns de débats sur Geoffrey Kondogbia, mais au final, on a l'impression de toujours pas être fixé sur ce joueur qui est arrivé donc à l'intersaison. Et alors, c'est peut-être que nous, on est trop habitués à la lessiveuse et à avoir des joueurs qui restent max 6 mois, 1 an à l'Olympique de Marseille. Mais lui, c'est peut-être le contre-exemple, parce que ça fait 8 mois qu'il est là et on n'est pas encore capable de situer s'il est bon, s'il n'est pas bon sous le maillot de l'OM. Qu'est-ce que tu en penses, Wagen ? Si, quand il joue et qu'il est à son niveau, il est très bon, il est très bénéfique à l'équipe. Mais le problème, c'est que, je vais peut-être extrapoler, mais il fait... un match par mois, un beau match, le temps quand il se blesse, le temps de revenir, de reprendre une condition physique, etc. Donc en fait, on a un intermittent qui est là sur quelques rencontres. Alors, les rencontres où il est à 100%, on voit quand même qu'il a un niveau qui est quand même très bon et il fait énormément de bien à ce milieu de terrain. Mais le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est un leitmotiv, ça se répète. Et peut-être que tous les 2-3 talks, on va avoir la même question, quand est-ce qu'on va voir le vrai Kondogbia? Voilà, donc c'est une énigme pour moi. Tant qu'il ne sera pas physiquement à 100% sans blessure, on ne pourra pas vraiment le juger. Est-ce qu'on a un match référence de Geoffrey Kondogbia, les gars? Est-ce qu'on a un match Olympique de Marseille où on s'est dit, voilà, on a là le monsieur qui a été champion du monde du vin, qui a fait des gros clubs, et est-ce qu'on l'a, ça? On l'a eu par bribes un petit peu, par intermittence. Pas sur un match. Pas sur un match, si. Tu vois, le match moi contre Montpellier, moi j'ai bien aimé son match. Je me souviens contre l'AEK aussi, un gros match en Europa League. Et c'est ça qui est frustrant en fait, et on le voit là avec l'infographie de Loïc, il peut la remettre, mais sans lui c'est 16 matchs et 5 victoires seulement. Donc on voit et on dénote son importance dans cette équipe-là. Je te coupe, est-ce que ça ne vaut pas aussi du fait que on est dans un secteur de jeu incroyablement dépeuplé et que quand il n'y a pas Kondogbia, on a eu des matchs où on a fait jouer Bilal Nadir titulaire. Voilà. Oui, c'est sûr. On n'a rien contre Bilal Nadir, on lui souhaite un propre établissement, mais c'est dire si à quel point au milieu de terrain... Je crois qu'il avait été titulaire Nadir et après en Coupe de France. Après, s'il n'était pas blessé, il aurait peut-être maintenu. Il aurait peut-être joué un peu plus. Ouais, c'est vrai, mais en tout cas, moi je pense que si on arrive à avoir un Kondogbia à 100%, on peut nourrir de belles ambitions dans cette fin de saison-là, parce qu'on voit son importance au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qu'on n'a pas, je pense qu'on a rarement eu à l'OM.
un milieu de terrain de cette qualité-là, qui est capable de jouer long, qui est capable de jouer court, qui est capable de dicter aussi le tempo d'un match, capable de garder les ballons. Et qui récupère un grand nombre de ballons aussi. Qui a une très bonne lecture de jeu aussi, donc il est assez complet au milieu de terrain et si on arrive à l'avoir à 100%, et c'est ça qui est frustrant en fait avec lui, c'est qu'on ne l'a jamais vraiment eu à 100% ça. Et on voit qu'il pourrait apporter encore plus dans cet effectif-là. Donc c'est dur de juger son apport cette saison à l'OM. Il y a Jarod qui nous dit, j'aime beaucoup, il nous dit, je ne comprends pas, est-ce que vous parlez de Kounkumbia? Bien sûr, est-ce qu'au final, l'action la plus notable de Geoffrey Kondogbia cette saison, c'est Didier Camisuli qui parle de lui sur le ça me faisait penser au lycée. Moi, j'avais pas assez de notes pour pouvoir être noté à la fin du trimestre, tu sais. C'est un peu pareil, non noté. Non noté. Assez présent pour pouvoir se faire un avis. Ouais, non, c'est vrai qu'en fait, pour rejoindre un peu l'avis de Sacrum là, sur le chat, je suis d'accord en fait. Kondogbia, moi je le vois faire un premier, si vous vous rappelez bien, au Panathinaikos, un premier bon match. Malgré son expulsion, on avait vu un gap entre lui et les autres, parce que bon, les autres étaient aussi peut-être cramés sur cette reprise. C'était pas un bon match olympique de Marseille, mais du coup, on avait vu un mec un peu leader et tout. Et au final, cette promesse-là, Béné, on l'a plus eu sur la saison. C'est ça qui est terrible, alors qu'il a le potentiel pour être la vraie sentinelle de l'Olympique de Marseille. Oui, en fait, avec lui, on reste sur notre fin. Moi, quand Geoffrey Kondogbia signe à l'Olympique de Marseille, je me dis putain, mais quel joueur. Le mec, il a fait Monaco, il a fait l'Inter, il a fait Valence, il a fait l'Atlético. Donc je te dis voilà, en fait, c'est un peu le même débat qu'on a vu avec Aubameyang. C'est des joueurs de classe mondiale, entre guillemets. Ils ont fait les plus grands clubs en Europe et on restait sur notre fin. Kondogbia, au milieu de terrain, c'est vrai que voilà, avec ses grandes jambes, il récupère énormément de ballons, il a une qualité de passe, il a une vision du jeu qui est vraiment pas mal, et surtout physiquement, voilà, c'est un beau bébé. Donc je te dis qu'avec Rongier, la paire, normalement, c'était Kondogbia-Rongier, c'était la paire idéale pour moi. Hein. Sauf qu'en fait, il y a eu une période où on parlait de Bilal Nadir, où tu n'avais ni Kondogbia, ni Verretou, ni Rongier. Et comme par hasard, c'était le creux de l'Olympique de Marseille, c'est là où on n'a plus eu de résultats. Donc là, le fait de l'avoir déjà, c'est pas mal. Et je pense qu'avec Rongier, ça pourra faire une belle doublette. D'accord, toi tu vois en doublette. Moi, je le verrais plus avec Verretou, tu vois. Ah oui, moi je le verrais. Alors j'ai une théorie sur la meilleure utilisation de Kondogbia. C'est vraiment tout seul en numéro 6, parce que je trouve qu'il a une capacité de sentinelle technique qu'on n'a plus à l'Olympique de Marseille depuis Boubacar Kamara, quand il occupait ce poste-là. Et en fait, d'avoir Kondogbia en 6 permet à un Rongier, à un Verretou, de jouer relayeur et vraiment d'aller jouer un peu plus haut, d'aller gratter des ballons et de l'avoir lui vraiment un peu comme l'a fait pendant quelque temps l'Italie avec un Pirlo en pointe basse et des mecs, des joueurs, des milieux un peu plus travailleurs comme des Thiago Motta ou autres un peu plus haut qui allaient presser. Mais ça t'oblige à changer le système. Ça se fait passer en 4-3-3. Soit en 4-3-3, ça peut rester en 3-5-2. Il y en a après qui vont vouloir Verretou à la place d'Amin Harit. Et je ne suis pas sûr qu'il ait les capacités, les qualités pour endosser ce rôle-là. Dimanche, contre nos amis montpelliérains, on démarre, et c'est de l'aveu même, vous pouvez le retrouver sur le fossé en zone mixte de Jordan Verretou, avec un triangle au milieu alors qu'on était dans un 3-5-2. C'était Kondogbia, pointe basse, Verretou, Harit. Ouais. Alors que c'est ce que nous dit censé être derrière les deux attaquants. Dans le jeu, c'est pas ce qu'on a vu, parce qu'on a vu un Ismail Assar qui n'était pas pour moi piston droit, qui était beaucoup plus haut. L'ouverture du score de Montpellier a beaucoup joué, mais au final, ce triangle-là, on l'avait au milieu de terrain et on n'était pas dans un 4-3-3. Oui, sauf que il l'a dit aussi, Gasset l'a dit aussi, on est aussi passé en 4-4-2 sur ce match-là où Mbemba a décalé côté droit pour pallier aux montées de Sarr. Donc, on a changé de système en cours de match. On est parti sur un 3-5-2, mais on a fait quand même un Mbemba qui était un faux latéral droit sur ce match-là. Donc, après, moi, ça me va très bien. Hein, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'un Kondogbia en poste de sentinelle, c'est, je pense, pour moi, primordial. Voilà. Après, il faut voir son état physique, il faut voir ce qu'il est capable d'enchaîner. Alors, j'ai juste une petite... parce qu'on entendait Benassia dire, quand je suis arrivé à l'OM, j'ai 2-3 joueurs, donc il a parlé de Klose, etc. Je me pose la question de savoir si Kondogbia n'est pas non plus dans ce petit loft de 2-3 joueurs qu'il a évoqué avec ses peut-être blessures à répétition. Parce qu'il a parlé quand même quelque part du monde de la nuit. Dis-nous ce que tu sais. Non, mais parce que c'est quand même...
je me pose des questions quand je vois un joueur qui si quelqu'un comme toi, excuse-moi d'insister, mais si quelqu'un comme toi se pose des questions, on peut savoir entre les lignes ce que ça veut dire. De savoir qui sont les 2-3. On s'est tous questionnés, mais moi, sincèrement, je ne voyais pas Kondogbia. Hein. Mais si tu prends, parce que là, on parlait de la blessure de Klos, on va dire une fausse blessure, parce qu'il aurait pu tenir, serrer les dents. Mais si tu prends un Kondogbia qui est souvent blessé, tu n'as pas vraiment des blessures, on va dire, très très méchantes à chaque fois. Hein. On est sur, Après, il y a eu son genou en début de saison contre Metz. Peut-être qu'il a traîné. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas qu'il fait partie de ces 2-3 joueurs qui étaient évoqués par Benassia, mais je me suis posé la question. Voilà. D'accord. Est-ce qu'un Geoffrey Kondogbia, messieurs, je vous reprends, et là je fais ce petit point entre guillemets dans cette période un peu charnière de l'Olympique de Marseille, où on est sur un renouveau, où on est sur une saison où on se dit on va essayer de sauver les meubles, mais on s'est compris. Je vous refais ce petit jeu qu'on a fait tous ensemble au mercato d'hiver, juste avant, à la première trêve sur les grilles, en vous disant, si je vous redonne l'indemnité d'achat de Kondogbia, est-ce que vous prenez ou pas? Ce qui me permet de savoir si pour vous, au final, c'est un bon transfert ou pas. On parle d'une somme comprise entre 5 et 7 millions d'euros. Est-ce que si aujourd'hui, je viens vous voir, je vous dis, je récupère Kondogbia, je vous redonne 5 à 7 millions d'euros, vous acceptez ou non, Monsieur Achotian? Je pense pas. Je pense pas parce que même si, encore une fois, on va mettre son physique sur le grill et on va dire qu'il est assez fragile. Il n'a pas signé que pour un an et je pense qu'il y a quand même, on le voit quand il jouait, il est quand même un cran au-dessus. On voit quand même que c'est un niveau... C'est quand même du haut niveau, il a fait de très grands clubs. Donc non, moi personnellement, je le lâche pas. Il a eu, ça a été compliqué aussi cette saison. Je précise à Cheyengo qui nous dit, ce n'est pas que le prix de transfert, il y a aussi le salaire. Évidemment, on relâche aussi, on libère la masse salariale du coup dans la grille. Hein. Ouais. Et non, et puis donc, cette année, elle a été un peu compliquée. Tu prends Marcelinho, tu changes 60-70% de ton effectif, donc on part sur du renouveau. Tu passes sur Abardonado après derrière, ensuite tu reprends Gattuso. Donc cette année, je peux pas. Moi personnellement, je le revends pas. De votre côté, messieurs? Moi non plus, je le garde, je pense. Donc finalement, c'était quand même pas mal. Et toi Non, moi je le revends pas parce que si tu fais ce jeu la semaine dernière avec NJ, on l'aurait tous vendu. Ouais. Et là, après le match de Montpellier, finalement, on le garde. Donc c'est pour ça que je reste sur Kondogbia. Ouais. On nous dit, j'adore, j'attendais. Merci ceux qui disent, vous voyez, le chat sert. Et merci les gars, j'attendais de lire ça. Forcément, ça vient de Max 13. 0887 qui nous dit, vendre Guendouzi pour prendre Kondogbia, pas certain que ce soit une bonne affaire. Et forcément, c'est le jeu du football. Ne me dites pas que c'est les supporters de l'OM qui sont toujours dans ça. Ça existe dans tous les clubs, dans toutes les saisons, dans toutes les époques. On compare toujours ceux qui étaient là juste avant, juste après. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que, au final, Kondogbia joue aussi quelque part avec l'ombre des bouclettes de Matteo Guendouzi? Je sais, peut-être que oui, pour l'avis de certains supporters, ça joue, mais moi personnellement, cet échange-là, s'il est à refaire, je le referai. Moi, j'avais pas forcément apprécié la saison de Guendouzi l'année dernière. Beaucoup parlent du caractère de Guendouzi, que c'était un leader. Je suis pas sûr que c'était un des leaders de l'Olympique de Marseille, Guendouzi, parce que c'était un aboyeur sur le terrain, mais c'est pas forcément, il mordait pas forcément. Donc non, pour moi, j'aurais gardé cet échange-là. J'aurais gardé Kondogbia. On a vu Guendouzi qui n'a pas forcément fait une bonne saison. Il a fait une première bonne saison avec Sampaoli. Avec Tudor, c'était beaucoup moins bien. Et non, je pense que cet échange-là était bénéfique pour l'OM, même si sur cette saison-là, ça se vérifie pas forcément. Je te sens pensif. Non, parce que la question, elle se pose, mais dans le sens où voilà, Guendouzi, en ce moment, la Lazio, c'est l'homme fort. Homme du match contre le Bayern. C'est pour ça. Donc là, il est en train de faire une grosse saison. Il commence à joue tous les matchs, toutes les minutes, titulaire. Ouais. Il a encore marqué là le week-end dernier. Voilà, c'est le chouchou des Tifosi. Donc c'est parce qu'il fait des grosses performances à la Lazio qu'on le regrette. Bien sûr. Mais nous, en fait, on jugeait ce qu'on voyait. Nous, Guendouzi, je suis désolé sur l'année dernière.
quand il jouait. Bon, après, quand il jouait, pareil, parce que Tudor, il avait mis sur le côté aussi. Oui, oui, quand il part, on regrette toujours les joueurs. C'est comme Alexis Sanchez, c'est comme tout le monde. Mais bon, rien à voir avec Sanchez, mais, parce qu'on le compare maintenant au Aubameyang. Mais quand il jouait, Guendouzi, il ne faisait pas des prestations qui étaient non plus extraordinaires sur les saisons précédentes. Alors, il a fait une très bonne saison sous Sampaoli. Pour moi, c'était l'un des meilleurs. Mais après, derrière, il a perdu la confiance de ses coachs. Un coach, deux coachs, trois coachs. Voilà, si c'était à refaire, comme toi, je te dis la vérité, je le fais. Et une attitude pas toujours exemplaire non plus, que ce soit. Il y a Paris-Chienne qui nous rappelle, il a pris ce pseudo juste pour que je le cite à l'antenne, évidemment. La Lazio, son 9e, donc Calma aussi, et c'est vrai que. Après, oui, c'est qu'il faut une bonne. Oui, ils sont aussi. Comme bonne campagne européenne. La campagne européenne, et c'est vraiment un jeu avec Sarri très identifié, différent de ce que propose Sampaoli ou ce que propose Tudor, mais vraiment, pour le coup, identifié. Et juste pour rectifier, puisque Nad 13083 nous dit, mais on l'a fait cadeau à la Lazio. Oui, Nad, on l'a peut-être fait cadeau à la Lazio, mais si tu regardes bien, on l'a reçu quasiment cadeau nous aussi. Enfin, je veux dire, dans l'histoire. C'est voilà, s'il était sur le banc à la Lazio et qu'il ferait des matchs médiocres, on n'en parlerait même pas. On se dirait au contraire. Voilà, on se dirait au contraire, on s'en est débarrassé, tant mieux. Mais vu qu'il fait des performances comme ça, donc c'est pour ça que c'est son remplaçant que j'aimerais bien. Ça pose la question. Daichi Kamada, effectivement. Alors, on devait l'avoir. Finalement, il est parti à la Lazio. Finalement, il est remplaçant à la Lazio. Donc, on aurait pu avoir Kamada, j'aurais signé de suite. Alors, il me semble, messieurs, à voir si les options reconductibles sont levées, qu'il était je rappelle, il était en fin de contrat avec l'Eintracht Francfort. Il était venu nous faire assez mal en Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on perd 1-0. C'est le match où Tudor avait dit tiens, je vais mettre Gerson et Payet. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour les fanatiques de Tudor, voilà, il n'y a pas tout réussi. Il n'y a pas que Annecy à mettre dans la case de ce qui ne va pas. Bon, bref. Pour les fans de Payet non plus, du coup. Pour les fans de Payet non plus. Bien fait de le rappeler, mon cher Slim. Kamada nous avait fait beaucoup de mal avec sa mobilité et ce jeu vers l'avant. Il a signé en fin de contrat à la Lazio. Il attendait le Milan AC finalement. Il a signé à la Lazio en fin de contrat. Mais je pense qu'il a signé, ma mémoire est bonne. Depuis, ça n'a pas évolué. Il a signé qu'un an. Ouais, c'est ça. Il y avait des options, mais elles n'ont toujours pas été levées. C'est peut-être le paramètre qui m'a échappé. Donc peut-être que Kamada, pour l'année prochaine à l'Olympique de Marseille, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je prends tous les jours. Je le relance quand il veut. Petit Kamada. Je peux vous dire que c'est pas Hiroki Sakai au niveau de la technique. Désolé pour cette balle gratuite à Hiroki Sakai. On est sûr, c'est pas parce qu'il est japonais que voilà. Là, c'est un autre type de joueur. Non, en plus, les Japonais en ce moment en Ligue 1, ça marche bien. Hein. Les deux de Reims, là, ils se font une très grosse saison. J'aime beaucoup Ito et Nakamura. C'est pour ça que le Japon, en ce moment en Ligue 1, ça marche. C'est pas Yann Nakamura. Non, ça c'est Ito. Il y a Ito qui a marqué au Vélodrome. Tu as Ito qui avait marqué la première journée au Vélodrome, et tu en as. Donc Kamada, je prends de suite. Il y a des messages, donc j'ai eu des messages bien sûr, parce qu'il y a de tout forcément sur le chat du Phocéen. J'ai eu des messages en début de partie parce que tu as comparé, vu qu'il y a une petite digression à Yann Nakamura, je me permets, il y a eu des messages un peu, personnes qui s'insurgeaient, qu'on compare les Beatles à Jul. Évidemment, ça n'a rien à voir, c'est pour faire un parallèle, surtout pour vous rappeler que les Beatles c'est ça. Ceci dit, il y a un parallèle entre les deux, je vous le donne, c'est juste une petite histoire musicale. C'est que les Beatles avaient une performance pour eux, et c'est les seuls artistes à avoir fait ça, c'est qu'ils avaient réussi à pondre des albums qui sont devenus des références dans le monde de la musique en termes de reprises, de morceaux mondialement connus, et avec seulement 6 mois d'écart. Alors, Jul, on va dire, c'est plus dans l'approche quantitative. Il y a effectivement des albums qui sortent 6 mois d'écart. Est-ce que toutes les chansons de ces albums-là resteront dans l'histoire de la musique? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, pour expliquer aux gens pourquoi à un moment donné les Beatles ont été un phénomène mondial, c'est peut-être bien de leur rappeler qu'ils arrivaient à faire des choses qui sont restées dans l'histoire et avec juste 6 mois d'écart, voilà. Donc c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Voilà, ça c'est cadeau, c'est comme ça, vous en faites ce que vous voulez, et c'est quand même mieux que de répondre à la question de Paulichette qui nous dit Dybala à 12 millions, on prend. Les amis, arrêtons de rêver. Dybala, c'est merveilleux, j'ai encore vu son contrôle là, triplé, ce week-end. Triplé, et à un moment donné, le ballon il tombe du ciel, paf, il le prend, il part. Tu vois De Rossi sur le banc qui aurait dit ah ouais quand même. Dybala, c'est un peu comme Kondogbia, c'est souvent blessé, et quand c'est à 100%, c'est pas le même registre. Non, je parle pas du registre, je parle du joueur. J'ai compris, mais quand c'est à 100%, c'est énorme, mais c'est toujours le même problème. Joueur très fragile. Voilà. Et puis surtout joueur payé en net en Italie, et on ne peut absolument pas s'aligner. Voilà.
on a fait le tour de cette partie Kondogbia, les amis. On va passer à l'avant-match. Clermont Foot Auvergne, Olympique de Marseille. Et évidemment, on a un chat, messieurs, formidable, qui a réponse à tout. Et il y a de suite Sacrobe qui nous dit « Frank Zappa, c'était 3 albums par an !» Voilà, on se calme, les amis. Je vous ai juste fait un petit parallèle, juste pour vous expliquer pourquoi on dit sous-marin jaune. Parce qu'il y en a qui nous regardent, qui ne savent pas. Flo Benidriss, il ne savait pas. Voilà, c'est tout, c'est tout. Allez, on embraye, on enchaîne, on va passer à ce match à Clermont, ce déplacement chez l'Ogre d'Auvergne, dans les volcans. Je suis passé à Clermont cet été. C'est pas une ville vraiment ouf, vraiment. Dans mon classement top 10 des villes de France, ils sont pas dedans. Désolé, c'est pas pour les chauffer, c'est pas. Mais je pense que même eux en sont conscients. C'est pas incroyable. J'ai un ami qui habite à Clermont, il aime beaucoup. Non, je suis pas forcément d'accord avec toi, vraiment. Tu le mets dans ton top 10 de France? Si je suis à la retraite, oui. Non, oui, non, mais sérieusement. Tu m'aurais dit que tu aimes le rugby à la limite. L'Auvergne. Non, mais l'Auvergne, c'est quand même assez vert. Il y a les volcans, il y a Vulcania. Ben, je suis allé à Vulcania, par contre, je me suis régalé. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, alors, je suis désolé, hein, là, on est sur une partie Clermont. Je sens que Seb va m'appeler, il va me dire « Tes digressions, là, au bout d'un moment, mon garçon, tu vas arrêter, tu vas me faire un talk. » Non, mais vraiment, et c'est une anecdote que j'ai vraiment envie de vous faire. Vous allez voir où je vais en venir. Vous allez dire dans son cerveau, c'est vraiment bizarre, mais j'ai vraiment envie de vous parler de ça. Je suis désolé. C'est pas de vous. Oui, bon, effectivement. On va essayer de ne pas faire de dérapage. En allant à Vulcania cet été, j'ai appris quelque chose. Comme quoi, merci Clermont-Ferrand. Dans les régions, en fait, il y avait beaucoup de légendes au Moyen-Âge sur les dragons. Ouais. Et sur voilà, les dragons qui crachent du feu, les méchants monstres et compagnie. Voilà, exactement. Il y avait beaucoup de légendes là-dessus. Et ensuite, ils ont fait une cartographie des volcans dans le monde. Et ils ont réalisé que là où il y avait en fait de la lave, des volcans et donc du feu qu'on voyait dans le ciel, c'est là où des gens avaient profité de ça pour créer des mythologies autour des dragons. Parce que c'était des zones où on pouvait faire croire ça aux gens parce qu'il y avait des... Vous voyez où je veux en venir? Oui. Voilà. Donc la vente OM et l'Arabie Saoudite, peut-être qu'il n'y a pas pour rien qu'on nous le fait prospérer parce qu'on a cette rivalité avec le Qatar. On peut nous vendre une histoire, on peut tricoter autour d'un fait et au fait de quelque chose qu'on voit, il y a de quoi tricoter autour une histoire, comme c'était le cas dans le Moyen-Âge avec les volcans et les dragons. Voilà, on passe à Clermont. On va voir la compo d'équipe de Clermont et je vous laisse parler, comme le dit Sanchez, 3300. J'en ai trop fait. Allez, Clermont, Slim, tu en penses quoi? C'est pas fameux sur les 5 derniers matchs. C'est, je crois, 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire. C'est pas terrible. Ils ont réussi à accrocher quand même Nice. 0-0. Alors, très bon match, je sais pas. Bon match correct. Ils auraient pu gagner le match. En plus, tu as raison, Flo, parce que Nicholson loupe un penalty et loupe une grosse occasion à 20 minutes de la fin. Donc, ils ont quand même des arguments à faire valoir. Ils ont accroché aussi Brest, il n'y a pas si longtemps que ça, à domicile. 1-1. Donc bon, il n'y a pas non plus des foudres de guerre dans leur équipe. Il faudra peut-être se méfier de leur attaquant Nicholson, Boutoba, qu'on connaît bien Boutoba, ici tu t'en souviens à Marseille. Claude Boutoba. Bilal. Alevina aussi qui a marqué au match aller. Bon, on avait gagné 2-1 assez facilement, mais... Rappelez-moi, le match aller, c'est Alevina qui marque. Il a la taille de Wagen, il marque de la tête sur corner, c'est ça, ouais, ça. C'est une balle perdue. Ouais, mais... pas du tout. Wagen, est-ce que tu as marqué des fois sur corner de la tête dans ta vie? Ah oui. J'étais une très bonne jumper. Ok, je lis dans le chat, pas du tout. J'ai joué contre Wagen pendant 10 ans, il n'a jamais mis un but de... Bon, bref. Si, c'est pas vrai. Non, il y a beaucoup... Voilà, on nous parle de Boutoba. Qu'est-ce que tu en penses? Les gens nous disent Boutoba est parti. Non, c'est Saïf Kaoui qui est parti de Clermont. Il a été remplacé par Boutoba. Ça te fait plaisir de le revoir Boutoba, voilà, c'était une grande promesse à l'Olympique de Marseille. C'était à l'époque de Bielsa. Ouais. Après, il part à Séville. C'est ça. Pour jouer en fait avec l'équipe réserve. Je crois qu'il n'a fait aucune apparition en équipe Et il est première. arrivé ce qui lui devait lui arriver, tout simplement. Il revient en France en Ligue 2, où l'année dernière, il fait une très très belle saison à Niort. C'est à Niort, c'est ça? Il était l'un des meilleurs. Il faisait partie des meilleurs passeurs du championnat.
c'est ce qui a permis de lui faire Niort est découvrir descendu, je précise aussi, Niort est descendu. Niort est descendu, mais bon, il a fait on parle de personnel, des stats personnels, voilà, il faisait partie des meilleurs passeurs et dribbleurs du championnat. Et en fait, il découvre la Ligue 1 cette année avec Clermont. Mais voilà, Clermont, c'est pas des foudres de guerre, quoi. On est l'Olympique de Marseille, quand même. On n'a pas à avoir peur de ce déplacement, quand même. À les derniers, non? C'est ça. Les derniers. Après, les derniers, ça ne réussit pas. Metz, récemment. Oui, mais tu commences à te poser la question. C'est pour ça. À un moment donné, tu es quand même l'OM. Et tu te dois de ramener les 3 points. Après, on n'a qu'une victoire à l'extérieur, hein, mine de rien. C'était contre Lorient. Ouais. Un beau succès, mais donc. Oui, mais les séries sont faites pour s'arrêter. Donc, si tu le fais pas clairement, je vois pas. Non, mais c'est clair, normalement. Tu vas pas gagner chez le dernier du championnat à un moment donné. La dernière série qu'on a fait, c'était 3 victoires et un nul. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Rennes, Lyon, et on va à Lorient. Donc là, on est sur 2, peut-être à 3e, on verra bien. Jamais 304. La dernière saison, on était habitué à des séries de 8 victoires consécutives, je m'en souviens. Bon, ben là, on n'y est pas. On fait avec ce qu'on a. Bon, chaque chose en son temps. Mais tu disais, ils sont derniers. Tim, tu disais, est-ce que là, le fait qu'ils soient quasi relégués, on voit qu'ils sont déjà tournés vers leur prochain coach, qui serait l'adjoint. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, c'est une équipe de Ligue 1. Et le coach qui est pressenti pour les avoir, c'est l'adjoint d'Habib Beye qui est en national. Donc si l'adjoint d'Habib Beye va clairement, Habib Beye il va où? Il va à Chelsea, il va au Real Madrid. Dites-moi, c'est un gap. Son premier national, le Red Star. Donc, ils écrasent tout le monde. Ils ont 15 points d'avance. Ils ont le plus gros budget aussi. Tu dis ça, mais il y en a beaucoup, je te dis, sur les OM au café qui réclament aussi Habib Beye à l'OM. Pourquoi pas? Plus tard. Donc, non, mais je te dis pas que c'est mon idée à moi, mais il y a Mourinho aussi qui est sur le marché aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Mais d'ailleurs sur l'adjoint d'Habib Beye, excuse-moi de te pointer du doigt comme ça. Pointe-toi du doigt, pas de souci. Mais il y a quelques sons de cloche qui disent qu'il serait peut-être avant la fin de saison à Clermont. Qui serait peut-être même sur le banc contre Marseille. Alors, je sais pas, oui, quand même. J'ai lu ça là, donc voilà, pour la petite info. La famille Gastien leur sera séparée. De toute façon, il avait annoncé il avait annoncé ça. Psychologiquement, je trouve ça catastrophique. Tu annonces que c'est ta dernière saison, comment les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Enfin bon, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'est donc le coach, c'est nous. C'est tout de suite. Alors tu te mets à droite, tu te laisses dans l'axe, voilà, et le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Et je continue de lire le chat et Pégastress qui nous dit le match de Clermont ne serait-il pas l'occasion de faire tourner l'effectif? Eh bien regardez, on va le voir tout de suite donc avec le coach chez nous, on va voir messieurs si vous faites tourner ou pas. Déjà, niveau du système, on garde un 3-5-2, tout le monde est d'accord? Oui. Slim, est-ce qu'il y a des blessés, des suspendus? Alors, des blessés, oui, mais des suspendus pour cette rencontre? Non. Pas du côté de l'OM. Klaus revient. Il y a Gigot qui sera peut-être blessé. On l'a vu souffrant. Murillo est toujours blessé. Valentin Rongier qui sera est toujours blessé. Je vous donne. Donc, on n'a pas de suspendus. Et notre ami Nadir. Et notre ami Nadir, bien sûr, on l'oublie pas. On ne l'oublie pas, on pense à lui et on espère qu'il reviendra bientôt. Bientôt. On espère avant tout les retours de Sébastien Vol, par exemple, que celui de Bilal Nadir, même si il y a une sorte de hiérarchie dans les retours. Désolé, mon cher Bilal. Allez, gardien, messieurs, Paul Lopez, qui est sur un... mais de toute façon, Ruben Blanco, il est blessé. Oui, il sera peut-être blessé aussi. Il y a le jeune Dosso d'ailleurs qui s'est entraîné avec le groupe professionnel. Celui qui a fait parler de lui en Gambardella? Oui, tout à fait. Ok. Qui a arrêté des pénaltys. Ouais. Dont on n'a pas l'habitude de voir à l'OM. Donc, non, c'est un bon gardien, grosse envergure. Bon, en parlant de Gambardella, il y a l'OM qui tombe contre Rennes. Ouais. À Rennes. Ouais, à Rennes en plus. Attention, parce que Rennes, c'est un gros c'est le plus gros centre de formation. C'est le plus gros centre de formation de France, tout simplement. Donc, ils vont aller jusqu'au bout. Espérons-le. On verra bien. Donc, Paul Lopez dans les cages. Paul Lopez, très bien. Messieurs, maintenant, donnez-moi les 3 de derrière. Est-ce que c'est du classique? Non, parce que Gigot... je vois du non. Monsieur Benidriss. Alors, Mbemba à droite, Balerdi dans l'axe et Meïté à gauche. Bamo Meïté. Voilà. Gigot, je veux bien, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Est-ce que tu dis ça parce que son conseiller sportif, Abamo Meïté, a joué à Mazargues? Non, même pas. C'est trop d'erreurs. C'est que voilà, Balerdi, il en a pris des tonnes et des tonnes pendant des mois. Là, Balerdi, il fait une saison remarquable, entre guillemets. Ça se passe bien. Moi, correct. C'est correct. Et Gigot qui a fait des erreurs, mais encore plus flagrantes, encore pire que lui, et on ne lui tombe pas encore dessus. Donc je ne comprends pas. Je veux bien que ça soit un natif d'Avignon, je veux bien qu'il ait la barbe, qu'il ait la grinta, les tatouages, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il meurt pour l'OM, ça j'en suis conscient, il n'y a pas de souci. Mais ça te coûte des points, ça te coûte des erreurs. Balerdi, on ne l'a pas épargné, donc je ne verrai pas pourquoi on n'épargnerait pas Gigot. C'est ma vision. Hein. Est-ce que c'est les trois mêmes? Est-ce que ça change? Ouais, c'est les trois mêmes, moi aussi. Ça tombe plutôt Merci, bien, les on gars. va faire ça. Donc Merci, Balerdi, axe, Mbemba, axe droit, et Bamo Meïté, Par contre, axe je gauche. ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de tomber sur un joueur dès qu'il rate quelques matchs. Il a le droit Bon, il a le droit. Il ne devrait pas faire des erreurs, parce que comme tu dis, ça nous a coûté des points. Mais voilà, il traverse une mauvaise passe, et je pense que au lieu de l'enterrer et de l'enfoncer, plutôt le soutenir. Comme tu dis, c'est un joueur qui aime l'OM, qui triche pas. Donc voilà, il a fait des erreurs, mais il traverse une mauvaise passe. Mais je pense pas qu'il faille l'enterrer. À l'OM, il faut toujours un bouc émissaire. On se souvient de Jérémy Morel. C'était un bouc émissaire, alors qu'après, sous Bielsa, il a été phénoménal. Balerdi... Attention, il fait une grosse saison quand même. Attention, on ne va pas réécrire l'histoire. Il n'a pas fait de boulette, contrairement aux autres saisons. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est phénoménal. Première partie de saison, on lui est tombé dessus. Quand on a fait une charnière Morel-Fanny et qu'on a joué contre le PSG d'Ibrahimovic, on s'est fait massacrer. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des boucs émissaires, donc je ne verrais pas pourquoi, en fait, Gigot, avec toutes les erreurs qu'il fait, on ne pourrait pas aussi lui tomber dessus, malgré que, voilà, il traverse une mauvaise passe. Bien sûr qu'il faut l'aider, mais à un moment donné, on a besoin de points. Comme tu dis, on est en crise, donc s'il veut sortir de la crise, il faut des résultats positifs. Et les joueurs qui sont dedans, il faut qu'ils soufflent, il faut qu'ils laissent la place à des joueurs qui ont plus envie, qui feront tout simplement pas d'erreur. Barlette 83 nous dit, vu le caractère dont manque cette équipe, je trouve fou de lever Gigot, mais malheureusement il sera peut-être levé de lui-même parce qu'on le rappelle, il est peut-être encore blessé, et là pour le coup qu'on ne me dise pas il est fragile, il manque un match. Vu ce qui s'est pris alors de manière bien involontaire, et bien sûr de Pape Gueye, qui je rappelle doit chausser à peu près du 56, même Florent Ben-Idriss il serait blessé pour le match d'après. Hein. Alors les pistons, maintenant messieurs, Quentin Merlin à gauche, Jonathan Klaus à droite, ou pas? Je remets Jonathan Klaus titulaire, personnellement, et Merlin à gauche évidemment. On imagine que ça, Jo Klaus, on va l'appeler comme ça, Gasset il doit déjà lui donner du Jo. Il a dû les jours. Après, ils ont déjà mangé ensemble, la calinothérapie a dû démarrer. Gasset, c'est comme un père pour eux, donc il a dû rentrer dans leur tête. Voilà, un grand-père. C'est quelqu'un de très parti. Il a dû rentrer dans leur tête. C'est quelqu'un qui tire du positif de ses joueurs. C'est un peu comme leur père. Et je pense que avec Gasset, Klaus, le problème Klaus sera vite réglé. Il va retrouver confiance en lui, je pense. Ojo Klaus, au fils. Tu me fais, c'est terrible. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de confiance chez Klaus. Klaus, pour moi, le problème, il est tout simplement qu'il se voit déjà à l'Euro. Il a envie de... Il se préserve, il ne veut pas se blesser, peut-être pour... Voilà, donc il a déjà la tête à l'Euro. Et j'ai envie de te dire, avec ces prestations-là, tout ce qu'il mérite, c'est de ne pas faire l'Euro. Parce que se préserver comme ça et tricher quand tu portes le maillot de l'Olympique de Marseille, c'est tout simple. C'est mon avis. Voilà. C'est mon petit coup de gueule, j'ai envie de le faire. Tu sais qu'on a regardé par Didier Deschamps, il va... non, mais moi je le vois très bien depuis quelques mois, ses performances, elles sont... On le voit tous, limites. Son investissement, il est... et encore une fois, ça n'engage que moi, ce que je dis. Son investissement, je ne le trouve pas à la hauteur pour pouvoir porter ce maillot. Donc c'est très certainement pour espérer se préserver et faire l'Euro. Donc voilà, moi personnellement, Klaus... Même si Gasset est arrivé. Toi, tu mets qui à droite? Je mets Sarr. Ça a très bien marché. On a quand même deux Klaus et un Sarr ou ça change? Je reste sur Klaus, bien. Ça sera Klaus et Merlin, c'est bien, ça va. Parce que s'il n'était pas suspendu contre Montpellier, moi, c'est mon petit coup de gueule. C'est pour ça que je ne le mets pas. Donc, vous m'avez dit que vous jouez en 3-5-2. Est-ce que c'est Kondogbia en sentinelle ou pas, messieurs? Oui. Ou une organisation différente? Kondogbia en sentinelle. Kondogbia. Kunkumbia, comme le dit notre ami Didier Camizuli. Des fois, je me repasse en vidéo quand il avait dit le Shakhtar Donetsk, qu'on a éliminé le Shakhtar Donetsk.
Kondogbia, très bien, qui fait l'unanimité devant lui. Quels sont les deux milieux que vous choisissez? Il y a du Amin Harit, Michel Léaga, c'est pour toi. Il y a du Unai, Azzedine Ounahi, Sébastien Volpe, c'est pour toi. Il y a du Jordan Verretou, il y a du Jean Onana, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pape Gay. Tu Pape Gay, désormais, effectivement. Bien vu, Slim. Je pense que Jordan Verretou... Enfin, moi, longueur d'avance, ouais, Verretou Harit. Je pense pas qu'il faille faire tourner sur ce match-là. Faut pas faire la même erreur que contre Brest. En plus, là, on joue samedi, on va rejouer jeudi, on aura le temps de se reposer. Donc voilà, je pense mettre la meilleure équipe possible. Moi, Harit, par rapport à certains avis, j'ai pas trouvé si mauvais que ça contre Montpellier. Je trouve qu'il est monté en tout cas en puissance tout au long du match. Donc je lui accorde encore ma confiance à Amin Harit personnellement. C'est bon pour vous aussi, messieurs? Ouais, c'est bon. Ah, il y en a, ils sont excellents sur le chat parce qu'ils me voyaient faire la tribu. Il y a du ça, il y a du ça, il y a du ça. Il y en a un. Oh putain, Pégase 13, il nous a mis. Ouais, mais... Il y a du Coréa. Ah putain, c'est vrai. C'est pas énorme ça. Putain, Romain, mais Pégase 13, à chaque live, il réclame Coréa et Luis Enrique. C'est pas excellent. Coréa. Sérieux. Vous imaginez à quel point c'est grave, ça nous est même pas passé par mais ça n'est même pas passé par là. Joaquin Coréa. Il n'est pas encore blessé. Ah là là, putain, on sait. Heureusement qu'on rigole, hein, quand même. Ah, merci les gars. Bon, en attaque. Bah après, Coréa peut jouer en attaque. Ouais. Bref, c'est ça le problème de l'humour, c'est qu'il y a un mec qui met une bonne vanne, il y a un autre mec qui remet une bonne vanne, on peut le mettre sérieux, en attaque. Le commentaire, il était vraiment sérieux ou... Je sais pas. Il est peut-être fan. Honnêtement, je sais pas, mais à chaque live, il réclame Coréa, mais je pense qu'il troll un peu. Ah, c'est vrai. Il aime bien taquiner, je pense. Faut que tu nous expliques. Ah, c'est génial. J'adore. Non, mais tu m'aurais dit Coréa à la Lazio, je t'aurais dit bon. Mais même pas. Pour moi, ça a été une surcotée. S'il vous plaît, messieurs, on fait une émission sur Clermont-OM, donc on va arrêter les débats parallèles. En attaque, Iliman Ndiaye et Aubameyang ou... Oui. Mais on reste dans la continuité. Et Mouma Bagna. Pambagna, eh ben, il reste sur le banc. Attention, précise que c'est par rapport au nom de famille uniquement que tu t'es basé pour dire ça. Voilà, on respecte tout le monde. 3, 5, 2, on a notre équipe. Elle est pas mal cette équipe. On les resserrerait, oui, évidemment. Évidemment, la demande de Wagen est entendue avec un Aubameyang plutôt côté gauche, sensibilité. Côté gauche, mais plus dans l'axe avec un Iliman Ndiaye qui va un peu lui tourner autour, qui va être un peu électron libre, entre les lignes. Je trouvais que contre le Shakhtar, au début du match, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouvais qu'il décrochait très très bas, et trop bas Iliman Ndiaye. C'est juste une petite intervention que je voulais faire. Mais des fois, il était même un peu plus bas que Harit, et ça m'a dérangé. Contre le Shakhtar, tu dis? Ouais, contre Montpellier. Contre Montpellier, il était même des fois plus bas que Harit. Moi, je vois plutôt une bonne chose là-dedans. Ça veut dire qu'il a la condition physique de le faire maintenant, chose qu'il n'avait pas il y a quelques mois. Donc, et qu'il a la confiance pour venir réclamer le ballon. Ouais, c'est sûr. Alors qu'il se cachait peut-être derrière les défenseurs. Là, il a la confiance pour demander le ballon. Donc, tant mieux, c'est bon signe. D'accord. Eh ben, très bien, messieurs. On a notre équipe. On a une pensée pour Ismaïla Sarr qui a fait un beau match et qui n'est pas dans cette équipe, mais qui sera, à n'en pas douter, le premier entrant. Là, messieurs, vous êtes tous d'accord là, dans cette équipe super. Je pense que la CAN, ça leur a fait du bien. Nous, ça ne nous a pas forcément fait du bien quand on a le retour de la CAN de Sarr et Mbemba. Moi, je pense qu'Ndiaye, ils sont heureux. On est heureux. Parce que je pensais à Ounahi dans ma tête. Je dis non, mais lui, la CAN ou pas CAN, c'est pareil. Voilà, messieurs, on a l'équipe. Moi, je ne vous cache pas que c'est le coach, c'est nous. Elle me plaît bien, cette équipe. Et j'espère qu'elle va nous chercher 3 points à Clermont. On n'oublie pas. Tu aurais gardé Klaus, toi, sur le côté? Tu aurais changé quelque chose là dans cette compo? Non. Je m'aligne avec vous. Je pense que à réflexion, j'aurais fait ça aussi. Oui. J'espère juste qu'on aura, comme l'année dernière, parce que je ne l'oublie pas, une personne déterminante l'an dernier dans la victoire de l'OM à Clermont, c'était Stéphanie Frappard. Voilà, si elle peut nous faire un petit kiff, passer des consignes. Je pense pas qu'on a besoin de ça pour... Il n'y a pas besoin de ça, effectivement, pour gagner à Clermont. Donc, allez-y, les gars, régalez-nous. Là, les 11 qu'on a mis, les autres. Sanchez, le ballon, il frappe la barre. Faites ce que vous voulez. Nous avez accordé un coffre un peu généreux. Et Sanchez, sur le coup, bam,
il avait sanctionné. On peut parler du stade de Clermont en 2 minutes ou pas? Le stade Gabriel Montpied. Peut-être aussi triste que la ville qui n'est pas top 10, on va le dire comme ça, mais qui n'est pas Ligue 1. Bah, c'est pas avec les camions bennes derrière et tout, là, c'est quoi ce bordel? La terre, le site. Tu vois, au final, même à la retraite, tu t'en ferais pas. Il n'y a pas de Gold Eagle prévu d'ouverture à côté du cinéma de Clermont, j'ai l'impression. Non, je ne sais même pas s'il y a un cinéma à Clermont. Oh là là, ils vont clipper ça, ils vont se chauffer là-dessus et tout. Vous n'avez pas la 4G aussi là. La fibre. Ah, vous n'êtes pas sorti. Bon, c'est une super région, l'Auvergne, les volcans Vulcania, n'oubliez pas, vous pouvez y aller et vous pouvez avoir des réductions Fossé Indice, My Fossé Indice pour avoir... C'est pas vrai. On passe aux questions-réponses. On vous embrasse, et parce qu'il y a aussi des supporters de l'OM qui vivent en Auvergne, qui nous regardent. Et l'Auvergne, c'est vraiment une superbe région. Il y avait un message qui disait on va faire en sorte que Sébastien Voll paye plus Romain Canuti pour qu'il puisse se payer d'autres vacances que... sachez que je suis très bien payé. Bon, après... Bon, on ne crache pas sur un petit chèque vacances en plus, mais vraiment, il n'y a pas besoin. Et c'était très sympa. La cuisine auvergnate, sérieusement, la gastronomie est très bonne. Voilà. Ouais. C'est des points positifs. Voilà, écoute, on peut en, il y a un plat, on peut en chercher. L'aligot. L'aligot, ouais. L'aligot, c'est un peu Auvergne, mais un peu Lozère. Ça nous permet de saluer Christophe Champy. Tiens, voilà, on est sur ces coins-là, mais c'est des coins, les vrais Marseillais. Je ne vous dis pas ça, genre je suis un vrai, il faut faire comme moi et tout, pas du tout, hein, mais voilà, les vacances en Auvergne, voilà, c'est un coin l'été, il fait très très chaud à Marseille, c'est bien des fois de prendre l'air un peu. J'avais un ticket groupon. Dis-nous-le maintenant. Non, les amis, même pas. Allez, les amis, on prend des questions et que serait une partie des questions-réponses sans une intervention de Zach Ozak? Voilà, il y a des repères comme ça dans la vie. Pourra-t-on compter sur un Rongier à 100% pour cette fin de saison? C'est pas. Il devait revenir en février déjà. Il devait revenir en février. Il y a eu des soucis. C'est très compliqué de se remettre d'aplomb comme ça. C'est pas évident. Donc compliqué peut-être pour Valentin. Rongier de se tester là sur le mois de mars. Vous en pensez quoi, vous, messieurs? Je me souviens très rapidement après sa blessure, Romain, tu nous avais dit qu'il ne reviendrait pas en février. Justement, tu nous avais dit plutôt mars, donc c'était bien senti aussi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu parlais du milieu idéal, Kondogbia, Rongier, Verretou, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait un Rongier à 100% jusqu'à la fin de la saison. Ça va être très dur de revenir pour lui après ce type de blessure-là. Donc il va falloir du temps, il ne va pas falloir lui mettre trop de pression non plus. Lui, c'est sûr qu'il a envie de revenir hyper rapidement. C'est le capitaine de l'équipe et puis il trépigne d'impatience de retrouver les terrains. Mais je ne suis pas sûr qu'on le retrouve à 100% pour cette saison-là. Et puis c'est toujours pareil, il faudra voir comment elle tourne l'équipe durant le mois de mars. Là, on va avoir ce renouveau Gassé, etc. Si l'équipe fonctionne bien, je vois pas pourquoi on réintégrerait un Valentin Rongier qui revient de blessure. Donc oui, faire des bouts de match, ça serait déjà bien. Mais si le milieu de terrain, si on a un Kondogbia encore une fois qui... À 100%. À 100%. On a compris dans ta grogne ce que tu voulais dire. Nova Diaz, tiens, qui nous dit, hors sujet, le fait de lire souvent les mêmes internautes, ça motive pas trop à vous écrire. Alors Nova Diaz, je suis attentif, je te promets, fais-moi passer une question, je la lis en priorité. La tienne, c'est comme ça, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Danta qui nous dit, on en fait quoi du coup de Luis Enrique? C'est vrai que là... Si Luis Enrique, rappelle-toi, pas l'entraîneur du PSG, hein, le Brésilien, l'ailier... On a dit qu'il a fait des bons trucs, il avait fait une bonne... Mais oui, Slim, il avait fait une bonne entrée contre Monaco, rappelle-toi là. Oui, tout le monde me l'avait dit. J'avais annoncé, j'avais dit moi je ne crois pas en ce joueur-là. Honnêtement, on m'avait dit que je ne comprenais pas rien au foot. Non, mon avis n'a pas changé sur Luis Enrique. Honnêtement, oui, il avait fait une bonne action contre Montpellier, mais c'est pas suffisant. On l'a déjà vu. Au Brésil, il n'était pas non plus titulaire indiscutable. On va arrêter le débat. Luis Enrique. Tu le gardes parce que voilà, il y avait beaucoup d'absents de la CAN. Ça fait 12 ans qu'il est là. Il n'a pas percé à un moment donné. Il va falloir qu'on arrête de parler de lui. Erreur de casting. On le fait jouer, on le fait rentrer en fin de match parce qu'on n'a pas le choix. Personne ne le veut à l'heure actuelle.
Mais bon, on ne peut pas considérer que Luis Enrique est un joueur... Pour moi, il est en dessous de tous les offensifs qu'on a actuellement. Cette année, s'il n'y avait pas la CAN, la question ne serait même pas posée. Je pense qu'il il peut être transféré durant le mois de mars. Alors, toujours, oui, jusqu'au 7 mars, il peut être revendu au Brésil. Très, très bien, ça. C'est sa place, c'est son pays, c'est sa patrie. Attention, Wagen, avec ses raisonnements. Les personnes d'une certaine nationalité doivent rester dans leur pays. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, ça fait 12 ans qu'il est chez nous. J'abuse quand j'ai 12 ans, qu'il n'a jamais percé. Donc, il faut tourner la page. Voilà. Je pense aussi, et pour répondre à Killiou83 qui nous dit, s'il est vendu, est-ce que ça libère une place sur la liste européenne, la liste de l'Olympique de Marseille? Malheureusement, non. Ça ne marche pas. On l'a inscrit, et c'est aux grandes dames, notamment de Jean Onana, qui n'y est pas sur cette liste. Est-ce que le Vélodrome sera plein jeudi? À fort à parier, c'est quand même une belle affiche, Villarreal. Et il y a un certain savoir-faire aussi de l'Olympique de Marseille pour remplir le stade. Je trouve que c'est à souligner aussi. Ce n'est pas un domaine sportif, mais c'est un domaine dans lequel le club est grosso modo sous la présidence de Longoria a plutôt bien géré. Excuse-moi de te couper, mais il était déjà bien rempli contre le Shakhtar, bien sûr. Et même contre Montpellier. Donc, il n'y a pas de raison que contre Villarreal, ça ne soit pas le cas. Non, mais parce qu'effectivement, le monde appelle du monde, que les formules, je trouve, personnellement, d'abonnement a été bien pensé, ça fait partie de l'Olympique de Marseille. Et après, il y a des effets conjoncturels, c'est pas non plus, c'est que pendant ces mangées du Covid, à la sortie du Covid, il y a des gens qui se sont dit quand même, de vivre des événements, c'est bien, et priorité au stade Vélodrome, et que ça recrée aussi, quelque part, un engouement sociétal. Et ça, quand tu es le Vélodrome et tu vis ce truc-là, là où à Clermont, on le vit peut-être pas forcément, évidemment, parce qu'il n'y a pas... Le monde appelle le monde, forcément. Tu sais que tu vas vivre une expérience au-delà du foot à Marseille, parce qu'on est très nombreux. Ça se passe moins dans d'autres stades. Apéro Pluvieux qui nous dit, si malheureusement on ne terminait pas dans les places européennes, que se passerait-il? Du coup, on ne jouerait pas de Coupe d'Europe. Mais au-delà de ça, Flo, il y a des conséquences financières. Ça serait financier, ça serait si vu l'année 4, entre guillemets, qu'on est en train de passer, si tu espères l'année prochaine avoir de meilleures recrues, tu n'auras pas l'argent pour les acheter. Donc tu seras obligé de compenser avec ce que tu as. Ou ça serait encore une année de transition. Transition. Il y a Lyon qui n'a pas de coup d'Europe cette année. Et la transition, ça fait longtemps qu'il faut la transition. Voilà, c'est pour ça. Donc, je préfère avoir. Oui, après, très franchement, j'imagine pas, franchement, l'OM sans Coupe d'Europe. J'ai du mal à l'imaginer. Il suffit de pas grand-chose. Désolé de le dire, mais cette Ligue 1 est tellement faible qu'à un moment donné, tu peux très vite te retrouver. Tu as l'exemple de Rennes qui était aux abois, Lyon qui revient. Après, c'est vrai ça peut aller très vite. On dit ça depuis un moment. Moi, j'étais. Mais dans un sens comme dans l'autre. Mais là, après la journée de Clermont, il va rester que 10 matchs en Ligue 1. Donc les points, il va falloir les prendre, sachant qu'on va jouer à un moment donné Paris, Nice. On va jouer tous les premiers. Lille. On aura un calendrier. On va jouer Lens aussi, donc ça va. Non, mais il va falloir prendre des points. Donc. Est-ce que messieurs, le modèle actuel de notre effectif, il y a des saisons. Tu as 4 points de la première place européenne, si je ne te dis pas de non, tu as 3 points même. 3 points. Ouais. Donc tu as 5 points de la 5e place qui est Lille. Et tu as 10 points de la 2e place. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Voilà, c'est vrai. Je vous rappelle, messieurs, au-delà de ça, vous avez le classement sous les yeux et vous voyez, moi, vous vous dites on est à 3 points de la 6e place. Je vois qu'on est à 2 points de la 7e place. Je le note quand même et je vous explique. Si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, la 7e place devient européenne. Ouais, mais pour l'Europa Conference League. Ouais. Mais alors, vient un débat que je vous lance vite fait. Après, il y a certaines saisons, on regardait ça de haut. Cette saison, je vois Lille qualifiée en Conference League. On peut remettre Loïc le classement. J'ai l'impression que Lille, ils sont devant nous. Cette Conference League, ils n'ont toujours pas rejoué parce qu'ils ont été directement qualifiés dans les 8e. Ils ont eu une poule. Alors eux, c'est pas pim pam poum qu'ils ont eu. Ils ont eu un club au fin fond. Ils ont eu la compagnie, la fanfare de Reykjavik. Ils ont eu des trucs. Ils ont eu les Bratislava Boys. Ils ont tout eu. Donc à un moment donné, ça les a permis sur la Coupe d'Europe de faire tourner et de mettre en jambe certains joueurs qui deviennent un peu des jokers aux titulaires de début de saison.
Vu que l'année prochaine, on sera forcément sur un truc un peu nouveau projet, ça peut être intéressant, non? Alors, par contre, juste une petite précision, les vainqueurs d'Europa League jouent la Ligue des Champions. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais... non, mais les gars... Lui, je me dis de se calmer. Toi, c'est pour que tu fasses ça derrière. Tu sais que les derniers vainqueurs d'Europa League étaient je crois, Séville, Villarreal, 12e, 13e de leur championnat. Très mal classé. Ouais. Les gars, pourquoi on n'a pas le droit de rêver? Pourquoi le football, ça va toujours dans le sens des Espagnols, des ci, des ça peut... Parce que ça va jamais dans le sens. Parce qu'il y a Liverpool, tu as l'Atalanta, tu as Leverkusen, tu as le leader du championnat allemand. Il faut qu'ils se massacrent tous entre eux et que nous, on tombe Slavia Prague, Sparta Prague, comme on avait fait Red Bull Leipzig, Red Bull Salzbourg, et que les autres, il y avait des Arsenal, Atletico. Non, mais déjà Villarreal, ça serait un vrai test. Villarreal, ça serait un Prague cette année, c'est costaud. Prague, je te cache pas que c'est le tirage préféré de Wagen, pas forcément parce que Prague, c'est costaud. C'est pas pour le Sparta ni le Slavia, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais Villarreal, quand même. Villarreal a quand même mis 3-1 à la Real Sociedad. Il a gagné 5-3 à Barcelone. Donc, il a gagné 5-3 à Barcelone, mais quand même 12e du championnat. Tiens, Nova Diaz. Rappelez-vous de Nova Diaz qui nous disait oui, on lit pas les questions toujours des mêmes. Mais Nova Diaz, voilà, il met un message, on le lit de suite. Bien sûr, je dis ça, je le perds. Mieux vaut tenter l'Europa League et être reversé en Conference League. Et Nova Diaz, si on peut être classé plus haut, ne compte pas sur moi pour dire non, je préfère qu'on soit. Non, t'inquiète pas, hein, si on peut finir même deuxième, comme l'a dit Béné, et si on peut faire deuxième et gagner la Ligue Europa, comme on dit, et Béné et Wagen, qu'on les fusionne. Oula, j'ai une image en tête là, fusion de Béné et Wagen. Mais bah, si on peut faire les deux, je prends totalement. Allez, je prends encore, j'ai fait un long message de Farouille. Donc je vais regarder qui nous dit qu'est-ce que ça peut m'énerver quand j'entends que la Ligue 1 est faible, sérieux. Allez demander aux coachs et aux joueurs étrangers qui ont joué en Ligue 1, vous allez être étonnés. Et d'ailleurs, bizarrement, les soi-disant stars des championnats étrangers, ils n'y arrivent pas en France. Alors dire que la Ligue 1 est faible, c'est vraiment ne rien connaître au foot. Voilà. Ouais. On est combien en classement UEFA, Europe? Enfin, moi, quand je dis que la Ligue 1 est faible, je prends bêtement le classement UEFA, je prends bêtement les performances des équipes françaises en Europe, etc. Et quand tu vois que les clubs portugais, les Pays-Bas, ils nous passent devant ces dernières années. C'est factuel. Il y a A793 qui nous dit, très très bonne question, il nous dit, est-ce que vous échangeriez Moridio contre Paul Lopez? Moridio, c'est le gardien de Clermont. Non. Pas cette année. Oh là là, il faut l'année dernière, oui. L'année dernière, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il sort encore des pénaltys, là, récemment. Bon, après, vous allez me dire, mais c'est une très bonne question parce qu'on ne juge pas un gardien au fait qu'il sorte des pénaltys. C'est ça, parce que tu as vu la passe décisive qu'il avait fait contre Lens. Oui, ben voilà, j'ai celle-là en tête. Cette année. Tout simplement. C'est vrai qu'il y a 2-3 boulettes quand même. Mais il y a aussi 2-3 matchs, notamment, je crois, le match cette année contre le PSG. Ils font 0-0. Un gros match. Et il sort 8 parades. Enfin, il est capable de très haut. Est-ce que c'est pas au final ce qu'on reproche à Paul Lopez, qui est plutôt liné, alors que l'autre, c'est. Bon, des fois il y a ça, mais non. Ouais, mais de grosses boulettes pour Lopez, on n'a pas de grosses boulettes en tête. De grosses boulettes, moi, je parle. De grosses. Ça dépend où tu mets le curseur, mais excuse-moi. Comme celle de Joe contre Lens, tu sais où il fait la passe. Je me souviens à Metz cette année, sur le tir où elle passe vraiment sous l'épaule. Et tu vois, il y a Geto Nizuka 77 nous dit Joe est trop fort, même offensivement, ses relances sont ouf. Moi, je trouve qu'il fait partie de ces gardiens un peu spectaculaires. Alors après, c'est pas Mike Maignan, attention, mais... Un peu comme Brice Samba l'été à... Voilà, quand Brice Samba était à Caen, vous m'auriez dit, oui, première saison, oui, deuxième saison, non. Et maintenant, il y a Brice Samba, vous êtes tous là à me dire, Brice Samba. Peut-être que Moridio, c'est le moment où il faut le prendre, parce qu'il va remonter. Je ne suis pas l'agent de Moridio, je ne sais pas du tout. Brice Samba reste sur une très grosse performance ici contre Monaco, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, deux boulettes. Je te prends même l'exemple d'Edouard Mendy. Il y a Aubameyang qui me met par exemple, alors super pseudo, on ne discute pas, mais qui me met, moi je veux bien Boulka. Ah oui, une fois que Boulka, il est tout en haut, c'est facile de dire je veux bien Boulka. Il faut être capable de dire je veux bien Boulka quand il est gardien à Châteauroux et que voilà, c'est dans ces moments-là qu'il faut être capable de... Parce que sinon, on peut tous être recruteurs. On regarde les stats, qui est premier, là, bah, on prend lui, on prend lui. Moi, il y avait un gardien que j'aimais bien, il est parti, c'était Matsels de Strasbourg. Ouais, en Angleterre, mais... À Nottingham, je crois. C'est ça, Nottingham. À Nottingham. Après, pour moi, la révélation de l'année, c'est Rest. Guillaume Rest, j'adore. Voilà, on est d'accord. Voilà. Moi, sur ça, on est d'accord, les gars. Tu dis Moridio, c'est... Alors, c'est pas le même prix. Ça vaut 4, 5.
Mais moi, je serais prêt à mettre 10 millions d'euros sur Guillaume Rest je pense que cet été. Plus que ça. Mais en me disant, si tu as une chance de savoir ce gardien olympique de Marseille, c'est d'y aller cet été. Ouais, mais imagine, il te dit, je reste. Excellent, excellent. Mais comment on peut pas lutter? Parce que lui, vraiment, c'est une grosse révélation. 17 ans. Non, fais passer à Lafont. 16 ans. Ouais, exactement. C'est Lafont, mais en plus jeune, tu vois, c'est un meilleur. Lafont, tu regardes, il a pas. Lafont, il avait bien commencé. C'est vrai qu'il a stagné. Fort, mais là, l'autre commence fort et tu sens qu'il y a du potentiel. Mais je pense que ça vaut quand même 10-15 millions facile. Oui, mais il faut les mettre. C'est un bel investissement. Ça serait un bel investissement, ça c'est sûr. Et puisqu'on parle de gardien, vous voyez, il y a Anthony Dumorbihan qui nous dit il faut faire confiance à notre gardien des U19. Et donc le fameux gardien Dosso, qui a détourné des pénaltys. Et là, je me dis, je dis les gars, attention, danger. Parce que mentalement, nous, mais ce que fait Anthony, on le fait tous. C'est-à-dire, on a vu ce mec, on est content pour lui, on sait même pas avant le match, on savait même pas qu'il existait. Et là, on a envie de l'accompagner, de tout savoir de sa vie. Attention, parce que c'est ça aussi, nous, les supporters marseillais et tout. À force de mettre des réflexions comme ça, il y a ces potes là qui regardent le talk, qui se disent oh putain, on parle de toi en équipe première. Quand ils ont fait le coach, c'est nous, ils ont dit machin et tout. Et lui, dans sa tête, il se voit des étapes un peu plus haut, même inconsciemment. Et malheureusement, il va relâcher, il va pas être à fond dans l'apprentissage qu'il doit encore avoir à son âge. Et d'ailleurs, il a des sauts de concentration un petit peu, ce gardien-là. Ce qui est normal à son âge. Ce qui est normal. Pas de souci. Et d'ailleurs, sur le troisième but du Mans ce week-end, c'est lui qui est fautif. Alors après, il se rattrape bien parce qu'il sauve un penalty pendant le match déjà. Et après, il est très performant pendant la séance de tir au but. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais il fait quand même une grosse boulette sur le troisième but du Mans, qui aurait pu éliminer l'OM derrière. Et il vient d'où ce gardien? Il était au PSG, au centre de formation du PSG. Et il a été viré pour des comportements un petit peu dérangeants. Je le savais ça quand même. Alors ça arrive chez beaucoup de joueurs qu'on a récupéré. Paris Saint-Germain, merci, au revoir. Voilà. Et c'est l'OM qui l'a récupéré. Et finalement, c'est lui qui les sort en Bardella, donc ironie du sort. Il y en a beaucoup. Alors l'OM a récupéré beaucoup de joueurs. Il y avait notamment, je me souviens de mémoire, le cousin de Nicolas Pepe, qui s'appelait Pepe CC. Pas une vanne, qu'on avait récupéré comme ça. Et c'est vrai que tu récupères souvent des joueurs d'autres centres ou des faits disciplinaires et tu passes un peu les yeux quand c'est des jeunes en te disant on va le relancer nous et on ne sait jamais ça va marcher. On l'avait fait notamment avec Nielsen Kunku, qu'on avait relancé de Brest à l'époque et qui là se fait sa petite carrière à Francfort après avoir eu un bon prêt à Saint-Etienne. Pas tout le temps titulaire, mais voilà. Et l'exemple que j'ai en date là-dessus, c'est Eli Wahi, qui avait été viré de son centre de formation. Je crois que c'était à Caen. Montpellier le récupère en se disant c'est un attaquant, il va vite, craque, on va le relancer, on va fermer les yeux sur son comportement parce que dans 2-3 ans, il nous rapporte des sous. Gagné. Vente à plus de 30 millions d'euros. Donc là, du coup, les problèmes de comportement de Wahi, Montpellier, ils ont dit c'est fini, nous on a pris les sous. Mamad aussi. C'est aussi comme ça. Mamadou Niang. Mamadou Niang, effectivement, qui avait été viré du Havre. Le Havre ou 3 Non, c'était du Havre. Et il avait rebondi à 3. C'est ça. Quel joueur. Donc Strasbourg. Quel joueur, Mamadou Niang. J'aimerais bien, les amis, un jour, vraiment qu'on se fasse une émission d'1 heure juste sur Mamadou Niang. Il y en aurait à dire. J'ai regardé une émission hier consacrée à Didier Drogba sur Canal+. Il y avait l'émission sur Didier Drogba hier sur Canal+. C'est vrai. C'était fou, Drogba, l'OM, c'était fou. Un jour, on voit, c'est quel jour faut faire un jour. Ouais, mais c'est quelle année? En fait, on n'a jamais vécu ça. C'est ça. Il était à Levallois-Perret, joueur moyen qui n'arrivait pas à faire toutes les séances d'entraînement. Ils ont retracé son parcours, qui n'arrivait pas à faire toutes les séances d'entraînement prévues dans la semaine. Il y a Le Mans qui le recrute pendant qu'il est blessé. Il a une grosse blessure en plus. Et puis bon, voilà, franchement, c'était super intéressant. Ils ont raconté son parcours à Chelsea, ses finales perdues, etc. etc. Fucking disgrace! Yeah, fucking disgrace. Disgrace! Yes. Disgrace! Ouais. Non, super intéressant. Nico Amsas nous dit Béné, mes enfants jouent contre Mazargues mercredi en U11. Tu peux faire quelque chose? Voilà. Si tu as un petit code promo arbitre, un petit Béné 20 à l'arbitre. Très bon Mazargues en catégorie U11 de Critérium. Donc ce sera pour la Champions Cup. Donc Nico Amsas, désolé. Non, c'est le tournoi, donc tout est possible, Nico, mais ils ont une très belle génération, les U11 de Mazargues cette année. Ouais. Très bien.
Et d'ailleurs, on nous dit invitez-les. Alors, je rappelle d'ailleurs à Dims 350, parlait peut-être sur l'émission de Nyang, mais Mamad avait été touché par le petit jeu concours qu'on avait fait et nous avait dit qu'il viendrait faire un OM au café avec grand plaisir. Bah, écoute, c'est l'occasion. Il va y avoir une trêve là qui arrive. On va se programmer ça avec, moi qui est en contact avec, lui, avec Mamad. Il est en contact directement avec le Fossé. C'est la famille, Mamadou Niang. Il viendra ici et ce sera un très très bon moment à n'en pas douter qu'on passera avec lui. Merci. Les amis, il y a Locatelli officiel qui nous dit j'étais adjoint avec Béné à Mazargues. C'est Tom. Oh, le visage qui s'illumine. J'ai l'impression de faire sacrée soirée, c'est incroyable. Oui, non, mais parce que en fait, il a suivi le chemin de Romain Ring, il habite à Lyon maintenant, il a suivi sa petite amie à Lyon. Donc ça fait 2-3 ans qu'on s'est perdu de vue. C'est peut-être des copines, il y a eu un truc. Non, il a suivi sa femme pour le travail, pour le professionnel. Et très 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 bon gars, franchement on a passé de très bonnes années à Mazargues, c'est là où on est monté de PHA en DHR. Et il faisait partie du staff, donc gros bisous à toi Tom. Eh bien, merci les amis pour ce talk. Voilà, quand on passe les messages personnels comme ça à la fin, c'est qu'on arrive. Voilà, c'est très bien. De toute façon, vous le savez, c'est un rendez-vous que vous avez 2 fois par semaine sur le Phocéen. Donc, vous avez l'occasion dès lundi prochain de nous poser des questions. Et ça tombe bien puisqu'on sera là pour débriefer une superbe victoire de l'OM à Clermont, dans la meilleure. Non. Dans la ville de Clermont. Voilà, ça sera là-bas, ça sera bien, ça sera avec les 3 points, c'est tout ce qu'on demande. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'envoyer pas mal de force à Sébastien Volpe. Ça fera plaisir et puis on se retrouve très vite. Voilà, il y a l'OM au café demain avec moi. Avec toi. Et Laurent Edria, un préparateur mental, il était parti, nous avait fait un peu l'état d'esprit de l'effectif. Là, avec tout ce qu'on a parlé, ça sera intéressant de l'avoir demain dans l'OM au café. Et puis très vite, voilà le match à Clermont avec les volcans. Salut à tous les gars, passez une bonne soirée les gars, les filles. Voilà, tous ensemble, régalez-vous, une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez ce talk en replay. Et donc à très vite sur le Phocéen.